Pensez 2 secondes que j'aurais fait ce qu'elle a fait. Elle est allée dans un rassemblement de la FTQ, je pense que c'était les Métallos. Puis elle a commencé à essayer de m'imiter avec une voix aiguë, puis en s'activant, puis en s'agitant, puis en s'excitant. Imaginez que moi, je ferais ça. Que je commencerais à l'imiter, puis à rire d'elle. On dit Éric Duhaime, puis vous le savez, assurément, ils disent « Oh non, moi, je l'aime pas », puis on l'a entendu, tu sais. Ouais, ils sont prêts de dire. Exact, mais ça, c'est... Même si c'est un problème, Est-ce que le gouvernement peut enlever des barrières d'abord pour faciliter l'accès à la propriété? Parce qu'il y a à peu près plus un jeune qui a hâte de s'acheter une maison. Fait que ça, en partant, c'est un gros handicap. Moi, je pense que la stratégie des référendums pour accroître le pouvoir du Québec est mauvaise. Puis je pense pas qu'un troisième échec va être profitable, au contraire. Il faut comprendre que dans les médias traditionnels, le Parti conservateur du Québec, c'est 1 % de la couverture. Hein? On vient de recevoir Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec. Puis c'est pas qu'on c'est le seul qu'on vient recevoir, c'est qu'à date, c'est le seul qui nous a dit oui. Effectivement, on est allé un peu partout avec Éric. On a parlé de sujets d'actualité, mais on est revenu également sur son début comme chef du Parti conservateur. Je pense qu'on est quand même content du résultat, puis j'espère que vous allez bien apprécier également. Éric, en fait, avril 2021, un autre chapitre dans ta vie. Après, bon, oui, tu avais fait de la politique, tu avais étudié en politique, et bon, tu as décidé d'être chef d'un parti au Québec. oui. Ben, j'ai décidé, je décide pas vraiment, en tout cas, ça faisait pas partie de mon plan de carrière. Là. Et puis écoutez, ça a fait 5 ans le 22, fait qu'il y a quelques jours, là, 5 ans que j'avais annoncé que je me présentais à la direction du Parti conservateur du Québec. C'est ça, c'est un. Moi, je me pensais à Radio Éternelle, là, ça faisait plus que 10 ans que j'étais animateur, puis que ça allait super bien mes affaires. Euh, Pas mal tout le temps dans le show numéro 1 dans ma case horaire pendant plusieurs années, dans différentes cases horaires. Les affaires allaient bien, puis est arrivée la crise sanitaire. C'est sûr que ça a changé ma vie, comme bien du monde. Je ne suis pas tout seul que ça a changé nos vies. Et pour de raisons, il a fallu que je quitte le média. Je ne pouvais plus faire ce que j'avais fait, que j'avais aimé faire. Et je voulais. T'es écœuré d'une certaine façon Je voulais pas. de toute la Je situation. n'embarquais pas dans le narratif officiel, puis je voulais pas dire le contraire de ce que je pensais. Tu sais, la radio, là, elle se sent, les auditeurs sont pas caves. Là. Même si j'avais essayé de dire le contraire, ça n'aurait pas marché. Je n'étais pas capable. Puis je me suis dit, gars, je vais aller faire d'autres choses dans la vie. La vie est trop courte. Le contraire de ce qu'on a envie de faire. Puis le contraire. Donc, j'ai quitté. Alors, je voulais faire comme vous autres, m'installer dans mon sous-sol, puis commencer à faire un studio, puis faire des podcasts, puis m'amuser. Mais Rien Pouliot, qui était chef du Parti conservateur avant moi, m'appelle, puis il me dit écoute, on va aller dîner. Puis je connaissais Adrien depuis longtemps. Il était président, ou pas président, mais il était président du conseil d'administration de l'Institut économique de Montréal. On est allé dîner, puis il m'annonce qu'il va quitter la direction du parti, puis ils ont pensé à ça, puis je devrais peut-être prendre. Je vais à la maison le soir, mon chum m'a dit si tu fais ça, c'est fini. Oui. Comment ça? C'est de la politique, le Parti conservateur, c'était Non, quoi? quand j'ai rencontré mon chum, ça fait quand même très longtemps que j'étais avec, là, 12, 14 ans, je sais pas. Il m'avait dit tu peux faire tout ce que tu veux, mais pas de politique. J'ai dit non. La politique, c'est mon passé. Moi, je suis rendu dans les médias, je ne retournerai plus jamais en arrière. Là. Donc, c'est correct. Fait qu'on n'a plus jamais reparlé parce que c'est jamais la tentation n'a jamais été là. Et là, quand ça s'est arrivé, là, ça n'a pas marché. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris le téléphone le lendemain, j'ai appelé Adrien, j'ai dit ben gars, ça ne marchera pas. Là, écoute, trouver un autre. Avec mon plan A. Et plus la crise avançait, plus mon conjoint, qui est lui-même un entrepreneur, qui lui-même avait de la difficulté, ses amis designers dans le domaine où il est, fermait toute boutique un après l'autre. C'est un petit commerçant. On y a dit, il faut que tu ailles. Et même lui, politiquement, là, j'ai dit, tu sais, je savais, moi, c'était quoi. Là. J'ai dit, regarde, si on s'engage là-dedans, c'est quelque chose. Là. Il dit, ben, gars, on va donner 10 ans. Faisons-le 10 ans. Fait que, OK, on va donner 10 ans. On est parti là-dedans avec une claque et une bottine. On commençait à la tête d'un parti. Fait que, tu sais, c'était pas prémédité, c'était pas planifié, c'était pas. Puis, ça peut pas être planifié de toute façon, tu sais. Un parti politique de zéro, puis de le monter où on est aujourd'hui, là, ça se fait que pratiquement jamais. Tu sais, c'est comme ça arrive une fois par génération ou deux, là. Non, c'est partir de rien parce que le Parti conservateur du Québec, c'était pratiquement rien. Là. On connaissait Adrien Pouliot, mais 400 c'était personnes dans le parti, puis c'était tout, là. le nombre de votes total. Là, quand Très même, marginal, oui. on voit que 1%. ça augmente, mais est-ce que le Parti conservateur du Québec gagne actuellement? Comment tu vois le parti? Parce que oui, il y a une montée pendant la pandémie Oui. surtout, sauf que là, on est où, là? Et là, d'abord, tout le monde nous avait dit qu'on était un parti d'une seule cause. Puis quand la pandémie s'en irait, on allait disparaître. C'est de toute évidence pas arrivé. On n'a pas de députés, on n'a pas de budget. Aujourd'hui, on aurait 2 fois plus de votes qu'un parti qui reçoit 3 millions de budget puis qui a 12 députés. Il y en a 11 maintenant aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Fait que je pense que nos affaires vont relativement bien.
comprendre que dans les médias traditionnels, le Parti conservateur du Québec, c'est 1 de la couverture. Hein. On a 15 des votes, 1 Québec solidaire, par exemple, ils ont 6-7 des votes, ils ont 17 de l'exposure médiatique. Étant donné qu'ils sont à Les l'Assemblée médias nationale, traditionnels. en grande Étant donné qu'ils sont partie. puis ils font Ouais. partie de la bonne gang aussi, il faut se le dire. Là. Ah oui, Pas partie de la bonne gang? Non, je pense pas. On n'est pas le parti des médias, disons-le comme ça pour être gentil. Là. Je pense pas que je suis celui qui a la presse la plus complaisante. Là. Radio X vous accueille. Oui, c'est un des c'est ça, médias, c'est un FM des seuls 93. médias. Jérôme, tu le connais bien, tu l'as dit. Il y a certaines radios quand même qui donnent. Oui, qui me donne une certaine Ouais. visibilité. De fond, pourquoi? Selon toi, c'est quoi le problème? Parce que visiblement, pour toi, c'est un C'est un problème. problème, oui, puis non, parce que le monde change. Et puis les médias traditionnels ne changent pas. Puis l'auditoire est en train de changer. Tu sais, moi, je pense qu'on est à un point de bascule présentement au Québec. Il y a la moitié du monde là, qui s'informe en écoutant des gars comme vous autres, puis en centaines. Là, je veux dire, c'est pas, j'en fais tous les jours. Là. Il y a quelque chose qui se passe au Québec. Il y a 2 générations, il n'y en a plus juste une, là, il y a 2 générations qui s'abreuvent plus d'informations dans les médias traditionnels. Et on est à un point où c'est à peu près moitié-moitié. Les Américains sont en avance sur nous. Hein. Eux, c'est déjà les médias alternatifs ont pris le contrôle. Là. Puis je pense qu'au Québec, c'est une question de temps. Là, on est juste un peu plus. C'est la même tendance qui va s'observer. Moi, s'il y avait juste les médias traditionnels, je n'existerais pas. J'aurais pas eu 13 des votes. Ben, quand je parle du Parti conservateur du Québec. Là, on n'aurait pas eu 13 des votes. Tabasca, on va en parler parce que mon souvenir, ça a été couvert là, quand même par les médias traditionnels. Il y avait le PQ, il y avait toi. Ça a été couvert quand même. Est-ce que, vu que là, il y avait une réelle chance, le fait que les médias couvrent, tu trouves ça plus On a- normal ou c'est t'as sûr. forcé la main, tu penses? C'est sûr qu'on a eu une ouverture parce qu'on était. Il y avait 2 partis qui faisaient une vraie lutte. Là. Et, mais on a quand même monté de 11 hein. On est passé de 24 à 35 dans d'août dernier. Il y a eu une progression. C'est ça, c'est tantôt un peu à ta question. Là. On l'a vu dans Arthabasca, la progression. J'ai confiance qu'à la prochaine élection, on va la voir aussi. La politique, des fois, là, c'est le timing. Hein. Vous voyez ce qui se passe avec le Parti libéral, vous voyez ce qui se passe avec Québec solidaire. Je riais, mais puis même, il y a les caricatures d'Y dans le journal cette semaine montraient qu'on est, moi puis Legault, en train de manger du popcorn puis regarder ce qui se passe. Pas des brownies, du Pas popcorn. des brownies, ça, c'est les libéraux qui s'alimentent Ben, aux c'est ça qui brownies. se passe. Là, Mais je veux pas, dire, là. on a 2 partis qui sont en train de s'auto-détruire de l'intérieur. Je me réjouis pas de ça parce que c'est pas bon pour la classe politique ce qui se passe Pour le présentement, cynisme là. aussi au Québec. Ça alimente le cynisme à côté. Là. Mais quand même, c'est une réalité politique, là, une réalité en 2 partis politiques importants. Et fait que pour vous montrer comment en politique tout peut changer rapidement. Il n'y a aucune certitude. C'est ce qui fait aussi que c'est un peu intéressant parce que ça il y a toujours un peu de défi puis un peu de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ça va être qui le prochain qui va s'enfarger dans ses bottines? C'est quel le prochain qui va prendre le ballon et qui va se partir avec? Est-ce que François Legault peut revenir? Est-ce que François Legault va rester, premièrement? Est-ce que Pablo Rodriguez va réussir à passer au travers de la crise actuelle? Est-ce Il y a que... des brèches pour vous, c'est Ouais. clair. Surtout que la prochaine élection risque de porter beaucoup sur la souveraineté. Vous êtes un des 2 partis fédéralistes bien assumés. Je là. me définis pas comme un fédéraliste. J'aime mieux me définir comme un autonomiste. Hein. Vous savez que j'ai un Autonomiste, ok. passé souverainiste. Oui, c'est vrai. Pour moi, ce qui est important, c'est le pouvoir québécois. C'est-à-dire qu'il faut accroître la place du Québec Le Canada. à l'intérieur de la Confédération canadienne. Puis, moi, je pense pas que les Québécois veulent dire oui. Si on regarde tous les sondages actuellement, c'est plus que les 2 tiers qui en veulent pas, qui voteraient non s'il y avait un référendum. Puis ceux qui en veulent pas, c'est encore plus élevé parce que même les péquistes qui votent oui, il y en a plusieurs qui veulent pas de référendum à l'heure actuelle. Et si ça changeait, est-ce que vous seriez. Exum est où là-dedans? Parce que si on monte le 30 ans, je pense que ça aurait Voter été oui plus... en C'est ça. 95. Qu'est-ce qui fait le changement Ben, il y présentement? a 3 puis- choses. D'abord, Québécois, 2 fois, on dit non. Prendre ça en considération. Et 2 fois qu'on a fait un référendum, 2 fois au lendemain du référendum, le pouvoir québécois a reculé. Ottawa, ça lui a permis de rapatrier unilatéralement la Constitution en 1980. Ça a permis la loi sur la clarté référendaire en 1995. Je pense que la stratégie des référendums pour accroître le pouvoir du Québec, mauvaise. Puis je pense pas qu'un 3e échec va être profitable. Au contraire, je crains que ça va être encore plus brutal, le recul pour le pouvoir québécois. Je pense qu'il faut faire des consensus. La force des fédéralistes des dernières années, ça a été d'être capable d'unir le Canada puis de diviser le Québec. Moi, mon plan, c'est d'unir les Québécois puis de diviser le Canada. Il faut qu'on trouve... On a des alliés au Canada anglais. Moi, Daniel Smith, c'est une amie, là, est aussi autonomiste Oui, que moi mais par rapport à sa La province. souveraineté, c'est quand même quelque chose Oui, qu'elle considère quand oui, oui. même aussi. Mais, Si c'est pas mais mal. elle, Alberta mais quitte, elle dit que si un référendum, elle va voter non.
bien qu'elle a ouvert la porte. Puis c'est sûr qu'il y a un mouvement indépendantiste. Il y a même certains sondages qui disent qu'il y aurait plus d'indépendantistes aujourd'hui en Alberta qu'au Ouais. Québec. Là. Mhm. Et donc, moi, je pense qu'on a des alliés au Canada. Moi, le problème majeur à l'heure actuelle au Québec, pour la survie de notre langue, notre culture, notre histoire, notre patrimoine, c'est sûr que c'est l'immigration. Qui représente une menace, ou en tout cas un défi, disons-le comme ça. Comment on peut se lever ça? La première affaire qu'il faut faire, peu importe nos positions, que ce soit les Québécois qui décident. Pour ça, ça veut dire qu'il faut rapatrier l'ensemble des pouvoirs en matière d'immigration. Vous y croyez, ça? Oui. Oui. Et moi, je, Pas mal. Encore un gouvernement moi, a réussi à le je faire? l'ai proposé à M. Legault, je l'ai rencontré, comment on se parle là. Il m'a dit, c'est intéressant, je vais y penser. Paul Saint-Pierre Plamondon, quelques mois plus tard, m'a même appuyé publiquement. J'ai dit, pourquoi qu'on ne part pas? C'était juste à la veille de l'élection fédérale. Là, on va partir les 5 dans le même char, là. On s'en va à Ottawa, les 5 partis, les 5 chefs. On va rencontrer tous les caucus puis tous les chefs à Ottawa. Ça, on va dire que le Québec parle d'une seule voix. On veut tous rapatrier l'immigration parce que Tous les pouvoirs reliés à l'immigration. exact. Puis ça, là, Québec solidaire, le Parti québécois, la CAQ, même les libéraux sont d'accord. Pourquoi qu'on ne se met pas tous ensemble? Ottawa n'est pas d'accord à Mais l'heure actuelle. c'est pas grave, on arrive là, puis on dit, gars, nous autres, on va parler d'une seule voix. L'élection fédérale, là, on va appuyer ceux et celles qui disent oui. Les autres, on va dire aux Québécois de voter contre vous. Tous les partis politiques à l'Assemblée nationale, les 125 députés vont dire votez contre les partis qui s'opposent à ça. Et puis, tu sais, le pouvoir du Québec, là, 75 députés, surtout quand on a des gouvernements minoritaires, c'est important. Là. Donc, 78, pardon. Vas-y, il y a Il en trop de faut choses à dire. combien d'immigrants? Il en faut moins, clairement, Écoute. selon ce que tu dis, mais il en faut combien? C'est quoi le chiffre magique, puis pourquoi? C'est quoi l'enjeu Je suis actuellement? le seul qui ne met pas de chiffres. Tous les autres partis ont des chiffres, plus, moins, puis ils s'obstinent ces chiffres. Je pense pas que c'est une question de chiffres, c'est une question de capacité d'accueil, puis c'est une question de région. La réalité dans Chaudière-Appalaches, c'est pas la même réalité qu'à Montréal. Quand on parle de l'anglicisation des immigrants, tu sais, à Louisville, il n'y a pas beaucoup d'immigrants qui s'anglicisent. Pourtant, il y a beaucoup d'immigrants qui travaillent dans les champs et qui travaillent dans les usines là-bas, dans les fondrans. Donc, il faut tenir ça en considération. Chaque région doit avoir un peu plus d'autonomie aussi en matière d'accueil de ces immigrants. Après ça, on a un autre défi, c'est la crise du logement. Fait que c'est bien beau d'accueillir du monde, mais si t'es pas à déloger, t'as un maudit problème, puis ça commence avec le cas. Pas d'école où ils peuvent envoyer leurs enfants, si t'as pas d'hôpitaux pour leur offrir des soins de santé. Là, on a toute la crise des services publics qui vient avec ça aussi. Donc, oui, il y a l'aspect identitaire, linguistique, il y a aussi un aspect logement, puis il y a aussi un aspect de service public. L'immigration a été beaucoup trop importante ces dernières années. Je pense que tout le monde est maintenant rendu d'accord, à part les libéraux fédéraux à Ottawa. Là. Tout le monde considère que ce qui s'est passé ces dernières années a été beaucoup trop rapide, là, puis trop improvisé. Il faut mettre un frein à ça. Comment Québec va pouvoir régler ça? Parce que oui, c'est un enjeu d'immigration, c'est le nombre de personnes qui entrent, mais il y a tellement de services rattachés à ça. Tu sais, on regarde tout ce qui se passe du côté d'Ottawa récemment, que ce soit les passeports, que ce soit peu importe les budgets reliés à ça, c'est compliqué, il y a de la paperasse, ça prend des délais. Même si on rapatrie les pouvoirs ici, Québec va être capable de gérer ça avec ce qu'on voit avec les gros projets? Écoute, c'est sûr que ça va être un défi, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut que les régions aussi mettent l'épaule à la roue. Puis il faut qu'on. Tu sais, il y a toutes sortes de façons d'accueillir les immigrants. Là. Tu sais, je ne veux pas faire de la promotion de la religion d'aucune façon. Là. Mais tu sais, moi, j'ai vu là, des sous-sols d'église où la communauté se regroupe. Puis, tu sais, quand il y a une nouvelle famille qui arrive, c'est ceux qui prennent vraiment en compte là, puis qui les intègrent dans la communauté, c'est souvent l'Église. Souvent, les Latino-Américains, on le sait, sont catholiques autant, sinon bien plus que nous autres. Et souvent, c'est un point de rattache. Je l'ai vu justement quand j'étais en campagne dans Arthabasca, là, je le voyais dans les villages. L'intégration des nouveaux arrivants se faisait beaucoup par l'Église. C'était beaucoup l'Église, plus que l'État même, à certains égards, qui s'occupait de leur intégration dans la communauté. Puis c'était très réussi. Fait qu'il y a pas de modèle unique. Je pense qu'il faut qu'on fasse confiance à nos communautés. Le Québec a toujours été une terre d'accueil. On a toujours accueilli du monde de partout. Il y a eu toutes sortes de vagues d'immigration. On s'appelle des boat people qui sont arrivés du Vietnam. On en a accueilli plus que tout le monde. Quand il y avait des conflits ailleurs dans le monde, souvent on accueillait des gens. On a toujours été une terre d'accueil, puis on veut continuer de l'être. Mais ces dernières années, c'est que ça a été juste fou. Là. Le nombre qui est rentré n'avait aucun sens par rapport à notre capacité. C'est pour ça on vit la crise. Vous l'entendez probablement sur le terrain de la part de vos. On de- ne de reconnaît plusieurs plus des citoyens. villages puis des villes. Là. C'est plus juste à Montréal en passant. Là. Tu vas n'importe où, même dans les régions, des fois, vous seriez surpris. Là. C'est niaiseux, là, mais le pourcentage d'enfants d'immigration dans les écoles, regardez le pourcentage, à quelle vitesse il a monté ces dernières années. Alors que les Québécois,
souche ou de vieille souche, ou Ça, appelle-nous comme c'est tu ça, on voudras. voit ça dire ça, là, mais les Québécois font moins d'enfants qu'avant. Là. On est quasiment au taux de. C'est ça. On n'est même pas à 2, là. On est Ben, resté un sur 2. tiers Fait que- des 1,3. nouveaux-nés, on disait au Journal de Québec, venaient d'une famille immigrante. C'est un au Québec, là, c'est d'ailleurs la dernière année, ça a été l'année la plus basse de l'histoire du Québec. de 1,3 natalité. enfants, 1,33 enfants par femme en âge de procréer. Là, pour se reproduire, pour garder le même niveau de population qu'on a actuellement, ça prendrait 2,1. Donc, on est très loin du compte et ça continue de Ça vous descendre. inquiète. Moi, Là, ça on peut m'inquiète Pas beaucoup. combler avec l'immigration, Fait que, mais nécessairement. premièrement, ça prend des politiques familiales au Québec. Puis c'est pas juste le rôle des politiciens. Là. Il faut que socialement, on valorise les familles. Il y a un problème par rapport à la famille au Québec. Là. Il y a pas, on ne favorise pas suffisamment les naissances puis la famille, puis on ne valorise pas. C'est presque rendu culturel, là. C'est grave. Là. On est une société qui est vieillissante et qui met beaucoup de barrières à celles et ceux qui veulent fonder une famille et avoir des Ferait ça, enfants. valoriser. Ben, la première, le gouvernement ne peut pas tout faire. Là. Moi, je pense que le gouvernement peut enlever des barrières d'abord pour faciliter l'accès à la propriété. Il n'y a à peu près plus un jeune qui a hâte de s'acheter une maison. Fait que ça, en partant, c'est un gros handicap. Là. Parce que le rêve québécois, comme le rêve américain, là, on n'est pas même indifférent. Là. Quand tu sais, quand arrives à un certain âge, dans la vingtaine, ben, tu rêves de te marier, d'avoir une maison, puis de fonder une famille. Je veux dire, c'est universel, ça a toujours été. Ce rêve-là est plus possible au Québec. De toute façon, c'est pas juste de construire plus, parce qu'on Ben parle oui, de programme, tu il faut sais. construire plus, il faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues, il faut donner des permis, il faut réduire le prix de la construction au Québec, il faut augmenter l'offre de logement. Et c'est la ça, demande et la facilité, c'est pas ça qui va régler le c'est ça. problème. Puis oui, il y a des problèmes au niveau de l'environnement, là, mais on ne réglera pas le problème de l'environnement en empêchant les jeunes d'avoir accès à une propriété. Là. Et ça, il faut être clair avec ça. Je comprends que vous parlez d'environnement. Là, c'est pas pour vous vexer, mais c'est dans votre programme, ça prend pas une grande place, notamment. C'est pas la priorité. On vous l'a reproché lors de la dernière campagne. Ça me reproche de respirer, il ne faut pas que je m'en fasse. Ah, c'est là. pas, là, mais. Mais non, mais je vais vous dire quelque chose. Là. Probablement que celui qui avait la politique qui aurait le plus favorisé l'environnement de toutes les parties, c'était nous autres. Pourquoi? Parce qu'on voulait exploiter le gaz naturel au Québec. Aujourd'hui, on exploitait le gaz naturel au Québec, là, puis si on avait écouté le Parti conservateur plutôt que les 4 autres, là, ben, on aurait GNL Québec, on aurait eu un investissement de 14 milliards au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, on exploiterait du gaz naturel liquéfié partout en Europe. On Comment ça réduirait aiderait les gaz à effet de l'environnement? serre de 60 parce qu'aujourd'hui, on remplacerait les centrales au charbon par des centrales au gaz naturel québécois. On n'importerait plus le gaz naturel. On importe 100 présentement de notre gaz au Québec. On serait beaucoup moins dépendant des Américains parce que Le projet viendrait compenser Oui. les difficultés de création parce que c'est des enjeux avec le fjord, les espèces il y avait animales toutes aussi, sortes là. de raisons. Là. Au Mais début, il y ça, avait ça dit vaudrait oui, la après ça, peine ils ont dit non. considérant tous les autres avantages selon vous. Regardez ce qu'on a fait. On a dit non, on ne fait rien. Ce qui est arrivé. 100 du gaz et du pétrole que vous consommez au Québec aujourd'hui là, provient soit du Canada, soit des États-Unis, mais il transite tout à 100 par les États-Unis. Aujourd'hui, on est en guerre commerciale avec les Américains. Donald Trump, là, il nous tient par les bijoux de famille, là, et il tient le robinet. Le jour où il décide qu'il ferme le robinet, là, nous autres, là, on a une pénurie sèche au Québec. Là. On n'a aucune autosuffisance au niveau énergétique. Quand tu es dans un... tant Hydro-Québec quand même. Oui, mais je parle au niveau Ouais, gaz tu parles et du pétrole. gaz et pétrole, oui. Puis quand on est... Puis même l'électricité, on en manque. Là, ça va doubler la demande dans les prochaines années. Puis on a choisi d'être dépendant. Puis la vraie indépendance, ça ne commence pas par un référendum. Là. La vraie indépendance, c'est d'avoir ton énergie puis t'autosuffire. Malheureusement, le Québec, on refuse de faire ça. Ça fait longtemps que vous prônez ces idées-là, Oui. mais là, récemment, avant-hier, Bernard Drinville, le ministre de l'Environnement, qui prenait un peu une page du livre des conservateurs, Première disait fois. que non, mais que là, Vous avez l'environnement. déjà travaillé avec Oui, mais aussi, oui. c'est bien beau l'environnement, Ouais. mais pas au détriment d'emplois, pas au détriment de projets. Puis il va falloir avoir des projets, puis l'environnement, quasiment, on réglera ça après. C'est le ministre de l'Environnement qui dit ça, mais est-ce que commence à avoir peur du côté du Parti conservateur de se faire voler des pages parce que visiblement, ça rejoint des gens si on prend ces idées-là? J'ai pas mais- peur, je suis content. J'espère qu'ils vont nous envoyer encore plus de pages parce qu'on a le meilleur programme. Fait que j'espère que pour le Québec, tout le monde va voler nos idées. Puis, c'est vrai que la CAQ le fait beaucoup ces derniers temps. Ils l'ont fait, ses syndicats aussi. Ils l'ont fait sur Mon char, mon choix. N'oubliez pas que tout le monde riait de moi quand j'ai sorti le slogan Mon char, mon choix. Puis on a dit qu'au Québec, c'était totalement débile de dire qu'on va arrêter de vendre des véhicules à essence puis qu'on va être 100 électrique en C'est un 2035. slogan en tant que tel. Oui, ça parle à certains, mais d'autres voient ça. Puis Résumé a en été 4 dit. mots, Ouais. là,
La réalité, il faut que les gens aient le choix d'avoir la voiture qu'ils veulent, qu'elle soit Ouais. électrique, hybride ou à essence. C'est ça notre. Sauf que, tu sais, dire chaque Québécois devrait avoir le Plus choix. long. Ça, c'est ça. clair que c'est plus Ça long. être un livre ou faire un slogan. Mais Comment pas la CAQ, comment le Parti conservateur va faire aux prochaines élections pour aller chercher plus de personnes? Visiblement, il va falloir que le nombre de votes augmente. Comment le parti va faire au cours de la prochaine année? Parce que la perception de Jérôme, on s'en parlait, va falloir qu'il se passe quelque chose si on veut accéder au pouvoir du côté du PCQ. Est-ce qu'on est conscient au parti? d'abord, oui, c'est sûr qu'on est conscient de ça. La dernière élection, on a quand même eu 530 000 votes. OK? On ne parle pas de rien. On a pratiquement eu le même nombre de votes que les libéraux, le Parti québécois puis Québec solidaire. Puisque la répartition, évidemment, nous a nui. C'est la première fois qu'on faisait une élection comme un grand parti, qu'on était au débat des chefs. On ne savait pas où étaient nos forces et nos faiblesses. On n'avait aucune idée dans quelle circonscription on allait percer puis dans quelle circonscription que ça allait être nul. Euh, et finalement, on a eu plein de surprises. Le comté le moins francophone au Québec, Darcy-McGee, on a fait 23 On a fait pratiquement le double du score national. Dans la région de Québec, il y a un paquet de comtés. Il y a même des comtés qu'on a perdu à 42-43 des votes, alors que des députés se faisaient élire à moins de 30 dans d'autres partis, dans d'autres circonscriptions. Donc, la carte, on ne la connaissait pas, là, on la connaît. Fait que c'est sûr qu'on va concentrer nos énergies, s'assurer de faire une percée importante à l'Assemblée nationale. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut peaufiner. Je pense il faut ouvrir, il faut élargir le parti, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir du monde. Puis c'est pour ça que, vous le savez, je courtise des députés d'autres formations politiques. Je pense que vous avez reçu Maïté Blanchette-Vézina Oui. récemment ici. Elle fait partie des gens que je courtise présentement ouvertement. Je pense que c'est le genre de personnes qu'on a besoin pour rassurer tout le monde, mais aussi pour montrer qu'on est prêt à accueillir et qu'on est ouvert aux gens qui ont des valeurs conservatrices. Parce que les Québécois sont beaucoup plus conservateurs qu'on le pense. Quand on parle des sujets précis, puis qu'on enlève les logos de parti, c'est souvent nos idées qui sont les plus claires. Donc vos idées vont pas changer, votre façon de les mettre de l'avant non plus, mais ce que je comprends, c'est que vous voulez avoir des candidatures plus peut-être crédibles pour l'auditoire moyen? C'est sûr que ça va nous prendre quelques candidatures connues, quelques candidatures solides. Il y a des dossiers super importants. Ça va nous prendre tout seul. Là, tous les partis ont besoin de ça. Là. On a besoin d'un porte-parole très crédible en matière de finances, par exemple, en matière de santé, en matière d'énergie. On vient d'en parler. Tu sais, il y a des Vous enjeux. n'aviez pas aux dernières élections. On l'avait un peu, mais c'était pas. assez. Premièrement, c'était peut-être. On ne l'avait pas identifié clairement, on ne l'avait pas. Tout s'est fait rapidement. Hein. On avait eu juste un congrès avant l'élection, des sujets dont on n'avait même pas parlé. Tu sais, la réforme du mode de scrutin est un exemple. On n'avait même pas de C'est position. une grande là-dessus. première pour vous, là, Oui, en on tant que partait parti. à zéro. Là. Un an avant, on n'avait rien. Là, donc, Il y reste avait un an, certaines candidatures probablement qui seront. non, c'est sûr que les candidats, il y en a Ouais. au moins la moitié que ça va être des nouveaux candidats. Oui. Mais prenez là, qu'un an avant, notre vrai débat, là, moi, je me souviens quand j'ai été élu chef, là, la première affaire que je me demandais comme question, là, c'est comment je vais faire pour être invité au débat des chefs. C'était ça. Tu sais, si tu veux être un tiers parti qui passe à un stade de parti normal ou grand parti au débat des chefs, c'était pas là, ça part mal. Là. C'était comment qu'on va faire. Et ça a pris du temps, là, ça a pris des mois avant qu'on s'assure qu'on puisse être invité au débat des chefs. Euh, c'est toutes sortes de trucs. On va-tu avoir 125 candidats? On n'avait jamais eu, le parti n'avait jamais eu 125 candidats, là, des candidats dans toutes les circonscriptions du Québec. Donc, ça aussi, c'était un travail qui était herculéen. Là, on part avec une base. On a peut-être, comme je dis, la moitié qui sont déjà choisis. Là, on n'est pas du tout à la même place. Est-ce qu'on va avoir assez d'argent? On a ramassé 4-5 millions parce qu'on n'avait pas de financement public à l'époque. Travail colossal. Là. Écoute, on a ramassé 4 ou 5 millions en un an. Là. C'est beaucoup, à coût de 100 piastres en passant. Là. C'était beaucoup de travail. Pour faire parler de vous, c'est sûr qu'il fallait des slogans, mon char, mon choix. Est-ce que parfois, ça vous a poussé à prendre des décisions peut-être différentes, peut-être plus extrêmes, pas en termes d'extrême droite, c'est pas ça que je veux On dire, va mais pas plus. vous qualifier Non, d'extrême c'est pas droite ça que je veux dire, aujourd'hui. mais des positions peut-être plus campées, qui font plus réagir pour pouvoir faire parler, ça vous a C'est sûr que, tu sais, vous connaissez les médias comme moi, là. C'est sûr que quand tu arrives avec un slogan Mon char, mon choix, c'est mieux que de dire les gens devraient avoir la possibilité d'acheter des voitures. Non, là. C'est sûr que Mon char, mon choix, ça parle à plus de monde, puis à un moment donné, tu as un devoir de vulgariser puis de communiquer quand tu es en politique. L'autre élément, exemple, c'est des drag queens. Là. Je faisais une conférence de presse sur le travail des enfants avec un avocat en droit du travail. Il parlait de cas. Il n'y a eu à peu près pas de questions. On a fait la conférence de presse là-dessus. Il n'y a à peu près pas eu de couverture, sinon pas du tout, pour le sujet que j'avais abordé.
une des dernières questions de la conférence de presse, c'était de me parler de la motion qui venait d'être adoptée à l'Assemblée nationale à l'unanimité, c'est qu'il fallait que le gouvernement du Québec fasse la promotion là, des drag queens dans les écoles, valoriser la diversité puis faire du Québec un modèle sur la scène internationale. Ils m'ont demandé si j'aurais voté oui ou non à cette motion-là, puis j'ai dit non. Ouais. C'est sûr qu'ils m'ont demandé la question aussi parce que je suis gay, ça faisait en sorte que Ah c'était oui. encore plus pertinent. Ben, c'était normal qu'ils veuillent savoir qu'est-ce que je pensais, comment je me positionnais dans ce débat-là. Le fait que j'ai dit non puis que j'explique les raisons, mais là, ça a parti. Là. Il y a eu 300 quelques articles de cette déclaration-là. Ça. Alors qu'il y en a eu zéro sur la raison pourquoi je faisais la conférence de presse. Fait que, des fois, c'est pas toujours contrôlé. Tu sais, la politique, là, c'est pas moi qui décide tout le temps comment ça va sortir, puis comment ça va être perçu, puis qu'est-ce qui va devenir viral, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. On vous écoute, puis ça fait plusieurs fois que vous faites référence au traitement des médias traditionnels, mais pour vous, le Parti conservateur, c'est clair qu'il est désavantagé par certains médias traditionnels. Le traitement. C'est pas un jugement de valeur que je porte, c'est un constat. On a commandé une étude par Meltwater, une firme là, tu sais, indépendante qui nous a fait le rapport. C'était noir sur blanc. Là. Je veux dire, c'est Qu'est-ce qui explique ça quantité, là. pour vous, Éric? Ben, je pense que on n'est pas tout seul en passant. En Occident, c'est beaucoup comme ça. Les partis qui sont plus conservateurs, si vous allez parler à Pierre Poilievre à Ottawa, il va probablement avoir le même discours que moi. Là. C'est pas que CBC flatte plus le dos que Radio-Canada me flatte le mien. Là. D'abord, c'est ça, il y a les médias publics tu sais, qui dépendent beaucoup des deniers publics, qui est déjà en partant une espèce de contradiction avec le discours conservateur. Le fait aussi que c'est générationnel aussi. Hein? Tu sais, moi, je regarde l'âge moyen du voteur conservateur, il est beaucoup plus bas que le voteur péquiste ou caquiste, par exemple. Là. Boomers votent beaucoup moins pour nous, puis votent beaucoup plus PQ puis CAQ. Là. Vote plus. Ils votent beaucoup plus. Ça, si les jeunes votaient tous, on aurait gagné. L'Arthabasca, on aurait gagné. Là. Et donc, puis l'aspect générationnel, ben, c'est aussi les médias. C'est la moyenne d'âge de LCN, c'est pas la même moyenne d'âge que le monde qui vous écoute. Là. Fait que il y a un, ça, c'est quelque chose. Puis moi, j'ai écrit mon premier livre que j'ai écrit à vie, c'était L'État contre les jeunes, comment les baby boomers ont détourné le système il y a plusieurs années. Là. Euh, Moi, je le vois, la fracture générationnelle, on la voyait un peu à l'époque de l'ADQ. Présentement, on la voit beaucoup plus. Vous savez, historiquement, au Québec, là, c'est politique, ça se divisait. Regardez le facteur qui était le plus déterminant pour savoir comment tu votais, la langue. C'était québécois de souche francophone, la probabilité que tu votes PQ était beaucoup plus élevée. C'était anglo ou communauté culturelle, c'était beaucoup plus libéral. Hein. C'était le principal facteur qui divise. Moi, je suis aussi populaire, je vous l'ai dit, là, sinon plus, là, chez les anglos et les communautés culturelles que les francophones. C'est du tout nous autres qui nous différencie, c'est l'âge. Moi, quand tu parles de 18 à 60, 62, 63, là, ça va super bien. Après ça tombe. Donc, vous identifiez que les médias traditionnels qui vont rejoindre cette tranche d'âge-là, pas, pas de votre Je côté. sais pas, là. c'est parce que les jeunes veulent justement m'entendre, puis les vieux veulent pas m'entendre, que les médias traditionnels ne nous couvrent Mais pas, vous êtes- que les médias Vous alternatifs avez me une couvrent plus. étiquette aussi en raison C'est de la ça. pandémie qui C'est ça, demeure. la tu sais. poule, là. Mais la pandémie aussi, ça Les médias. a affecté les générations. Les personnes âgées ont eu beaucoup plus peur que les jeunes. Il y Là. en a, on dit Éric Duhem, puis vous le savez assurément. Ils disent: oh non, moi, je l'aime pas. Puis on l'a entendu. tu sais. Ouais, ils sont pas capables de dire. Exact. Mais ça, c'est. Même si c'est un problème, c'est un fait, là, c'est un enjeu. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller chercher si peine perdue? Tu sais, qu'est-ce D'abord, que. c'est une bonne nouvelle d'un point de vue. La pire affaire qui peut t'arriver quand tu es en politique, là, c'est quand ils nomment ton nom, la personne dit je sais pas c'est qui. On n'a pas ce problème-là, nous autres. Parce que ça, c'est la notoriété, c'est la première barrière à franchir. C'est plus facile de convaincre quelqu'un qui t'aime pas de t'aimer que quelqu'un qui te connaît pas pantoute. Là. Donc, la notoriété, on l'a. Je pense que beaucoup de perceptions négatives, les gens ont de la difficulté à l'exprimer. Je pense que C'est on un- va c'est un parler de travail. d'autres sujets. Ouais, mais quand on arrive là, sur d'autres enjeux, les gens disent ah oui, c'est vrai, il y a raison sur cet enjeu-là. Ah oui, c'est vrai, il y a raison sur cet À long terme de. enjeu-là. C'est un travail de. Tu sais, là, je suis un marathonien, là, je ne suis pas un sprinteur. Là. Physiquement aussi un marathonien. Là, mais pour moi, c'est une course très longue. Puis c'est pour ça que quand j'ai embarqué, je ne suis pas embarqué pour une élection. Je me suis dit au moins une décennie. Mon objectif, très honnêtement, au départ, là, pas de gagner l'élection. Quand je suis arrivé, là, puis quand j'ai décidé de me présenter, je pensais qu'un parti à 1 une coupe de 100$, puis avec 3-4 chums autour, puis on était dans un sol là, pour lancer ça. Annoncé justement le 22 novembre 2020, j'étais devant un micro tout seul, puis il y avait 5000 personnes qui me suivaient sur Internet puis qui regardaient ça, puis c'était tout là, à partie de même. J'étais conscient que je m'en allais pas être premier ministre du Québec dans 3 semaines. Là. Et je me disais, mon premier objectif, c'est de bouger la fenêtre d'Overton. Tu sais, c'est la fenêtre des idées qui sont
politiquement ou publiquement acceptable dans l'espace public, dans le débat public. Historiquement, au Québec, là, Québec solidaire avait beaucoup déplacé la fenêtre à gauche. Mon premier objectif, c'était de la ramener un peu plus vers le centre puis plus à droite. Plus parler du privé en santé puis qu'on se dise qu'on est des ci des ça. Qu'on puisse dire Donc, vous qu'il avez faut réussi. exploiter le gaz puis qu'on ne se fasse pas passer pour des fous. Qu'on dise qu'il faut équilibrer le budget puis c'est pas débile mental. Et je pense que ça, là, de dire que justement, on va acheter un char au gaz, puis c'est bien correct de vouloir acheter un char à essence. On veut que l'environnement, c'est bien beau, mais aussi, il faut penser au monde, puis qu'on n'appauvrira pas les Québécois. C'était tout un discours qui n'avait pas d'espace pour débattre, puis il n'y avait aucun parti. Puis la CAQ, elle se faisait juste tirer vers la gauche. La Alors CAQ, qu'au là, début, c'était la CAQ, c'était supposément. l'ADQ. Là. Moi, Ouais. j'ai voté pour François Legault, puis quand l'ADQ a fusionné, là, on est embarqué de force, mais on est embarqué dans la CAQ, là. Puis on s'est ramassé dans un parti qui était rendu très, très à gauche. Et donc, C'est de moins en moins à gauche quand même, là. mais Plus on se pourquoi? rapproche Je pensais pas que si j'étais pas là, il serait resté à gauche. Je pense que d'arguments. je les ai un peu tirés, là. Il veut pas, il voit qu'on est de plus en plus populaire puis ils ont besoin de ces votes-là. Fait que- Déjà été dit, c'est un gouvernement qui fonctionne avec les sondages. Exact. Donc, Lui-même l'a dit, François Ouais. Legault, là, Ouais. que là, les dernières années, tu te mets à écouter un peu plus les sondages. Il l'avait dit dans une entrevue. Puis avec les Il y a Français. son récent virage conservateur, je pense que c'est pas étranger à notre montée. parlons-en avec les syndicats, entre Oui. autres, pas Oui. plus tard qu'à ce matin. Les Picard, En fait, entre autres. c'était hier, Hier, en ouais. commission parlementaire. En fait, elle vous a attaqué en congrès directement. Elle nomme le Parti conservateur. Ah, il a de l'attention, M. Duhem. Il doit être content. Bon, je veux vous entendre la réaction. Mais d'abord, moi, Magali Picard, ce que j'ai beaucoup de difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe présentement, puis je pense qu'il faut qu'elle s'excuse. Elle est allée beaucoup trop loin cette semaine. D'abord, pas juste pour moi, là, mais aussi au ministre Jean Boulet, le ministre du Travail. C'est pas une question de partisanerie, là. Elle a refusé de serrer la main au ministre hier en commission parlementaire. Excuse le monde au Québec, là. On est capable d'avoir des débats civilisés et démocratiques. Là. Son radicaliste, son extrémiste, elle peut le laisser chez eux. Là. À la place publique, elle représente le plus gros syndicat au Québec. Une responsabilité. Elle a le droit de ne pas l'aimer, Jean Boulet. Elle a le droit de me détester. Elle n'a pas le droit d'agir comme elle a agi cette semaine. Je veux dire, elle est allée. Moi, écoutez, là, pensez 2 secondes que j'aurais fait ce qu'elle a fait. Elle est dans un rassemblement de la FTQ, les métallos. Elle a commencé à essayer de m'imiter avec une voix aiguë, puis en s'activant, puis en s'agitant, puis en s'excitant. Imaginez que moi, je ferais ça. Je commencerais à l'imiter, puis à rire d'elle devant une foule, dans un discours. Pensez-vous que ça passerait aussi bien? Ça n'a aucun sens. De dire qu'elle veut faire le chaos, elle part en guerre, elle veut Grève une sociale. grève sociale, elle veut paralyser le Québec. Pourquoi elle veut paralyser le Québec? Elle veut paralyser le Québec parce que le gouvernement a déposé un projet de loi, le projet de loi 3, qui veut amener de la démocratie et de la transparence aux syndicats. Elle se bat parce qu'elle ne veut pas qu'on ait accès à ses comptes de dépenses, qu'on sache qu'elle boit des scotch à 55$ payés par les cotisations des travailleurs. Elle se promène à Dubaï, combien que ça coûte pendant que les travailleurs sont sur des piquets de grève, pas de fonds de grève, puis qu'ils achètent des pick-up à 70 75 000 sur le dos des travailleurs. Elle veut pas qu'on Il y sache en ça. a qui disent que le gouvernement fait ça pour les travailleurs. D'autres vont dire que le gouvernement fait ça pour affaiblir les syndicats, pour avoir plus de pouvoir. Ce qui, dans les faits, c'est vrai. Si les syndicats sont moins forts, le gouvernement va avoir plus de pouvoir. D'abord, moi, je pense que les syndicats, s'ils étaient plus transparents et démocratiques, ils seraient plus forts. Moi, je pense pas que ça les aide, là. Magali Picard est allée très loin. Là. Rappelez-vous, il y a quelques mois, quand toutes ces histoires, ces scandales-là sur les comptes de dépenses des syndicats sont sortis, est-ce qu'elle est sortie pour dire on va faire mieux? Non. Elle est sortie pour dire les gens qui ont coulé l'information, les sonneurs d'alerte, sont des syndicalistes, mais qui trouvaient ça juste indécent qu'on détourne les cotisations de leurs membres. Et ces gens-là, c'est criminel ce qu'ils ont fait, alors que ça ne l'était pas pantoute, mais elle a quand même dit ça là, publiquement. Elle a défendu l'indéfendable, puis elle a attaqué celles et ceux qui voulaient mettre de l'ordre, qui voulaient défendre les cotisations des travailleurs. C'est une dérive autoritaire pour vous, de la part du FTQ. Une dérive, certainement. Je vais laisser le qualificatif aux membres de décider. Puis l'autre élément, c'est la démocratie. Là. On se bat pour que les gens puissent avoir des votes secrets. Les votes ne se fassent pas à 3 heures du matin puis à 200 km de la personne qui est supposée voter. Il faut qu'on ait, parce que présentement, il y a des cas d'abus. Les syndicats vont dire oui, mais on le fait déjà. Bien, si vous le faites déjà, c'est quoi le problème qu'on l'inscrive dans la loi d'abord? Pour vous, légiférer les syndicats aiderait la démocratie. Ça aiderait la démocratie, ça aiderait l'économie au Québec. Vous savez que présentement, là, on peut rentrer un syndicat dans une entreprise contre la volonté d'une majorité de travailleurs sans vote secret. Puis ces travailleurs-là vont être obligés de payer des cotisations syndicales contre leur volonté. L'argent est perçu directement sur leur chèque de paye sans qu'ils reçoivent l'argent.
Quand il y a un fonds de grève, le fonds de grève n'est pas imposé, donc c'est l'ensemble des contribuables qui payent. Ils ont des fonds de travailleurs aussi qui ont des déductions fiscales qu'aucun autre fonds de gestion de fonds a. On peut mettre des REER pour avoir des déductions que personne d'autre peut nous donner. Donc, ils ont des avantages, des privilèges, mais ils ne veulent pas avoir d'obligations. Mais je m'excuse, mais tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre puis de la fermière. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Ou bien non, vous n'avez pas ces droits-là, puis à ce moment-là, on ne vous demandera pas de compte. Ou bien non, si vous avez ces droits-là, bien, soyez transparent et démocratique. Si vous êtes élu demain matin, est-ce que vous allez aller plus loin que la loi 3? Oui. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire, là. D'abord, tantôt, j'ai parlé du vote secret. Il faut l'étendre pour l'accréditation d'une unité syndicale, ce qui n'est pas dans le projet de loi 3 à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire que quand un syndicat veut s'inviter dans une entreprise, il va juste faire signer des cartes, là, souvent avec de l'intimidation dans un parking, là, ou même directement chez le membre, chez eux qu'on sonne le soir. Il faut qu'il y ait un vote secret, démocratique. Ça, c'est un exemple. Cotisation facultative. L'intimidation dans un parking, dans un stationnement, ça arrive à Il y a des cas t'entendre? documentés, là, c'est pas moi qui l'invente. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Les cotisations facultatives. Ça, c'est quoi? C'est la partie de l'argent que les syndicats choisissent de faire de la politique. Ça, les syndicats, ils ont eu des droits et des privilèges parce que c'était supposé négocier des conventions de collectif et des conditions de travail aux travailleurs, améliorer leur salaire, pas faire de la propagande politique. Quand Magali Picard a été élue, là, tout le monde en parle, puis elle a dit que sa première priorité, c'est d'être élue, là. Elle a dit que sa première priorité, c'était de battre Éric Duhem puis Pierre Poilievre. Excuse, mais moi, j'ai écouté ça, j'étais comme, voyons, je la connais même pas. Le lendemain, je l'ai appelé, puis j'étais allé la voir au siège social de la FTQ à Montréal sur Métropolitain. Elle m'a accueilli. J'étais arrivé là avec deux choses. D'abord, mon livre, mon essai Libérez-nous des syndicats. J'en ai donné une dédication, une belle copie. Puis, Vous l'avez même signé. oui, puis j'y ai mis un petit mot là, personnalisé pour elle. Un peu baveux, ça. Pas baveux, Non? je m'assume, puis je pense que c'est important qu'elle. J'aurais aimé ça. Moi, ça levé, elle a écrit des livres, qu'elle m'en donne une copie, puis qu'elle me le dédicace. Puis Le message est deuxièmement, lancé. et deuxièmement, je suis arrivé là avec un sondage. Il dit voici ce que vos membres pensent. Puis les membres de la FTQ votent plus pour le Parti conservateur du Québec que l'ensemble de la population du Québec. On a plus de syndiqués que de non-syndiqués qui votent le Parti conservateur. Le mythe de penser qu'on est contre les syndiqués puis que les syndiqués sont contre les conservateurs. Parlez pas pour ces gens-là. Parlez contre les gens. Il y a des gens qui payent des cotisations pour payer votre salaire. Vous détournez ça, vous faites de la propagande politique contre leur volonté. Ça n'a pas de sens. Et là, ce que le gouvernement propose, c'est de dire on va séparer la politique de ce qui est des négociations. Et les gens vont devoir voter si ou non ils sont d'accord. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il va falloir à un moment donné permettre aux gens de dire moi, je veux avoir l'argent qui sert à la politique. Parce que ce n'est pas des montants insignifiants. Les syndicats présentement disent que c'est 3 du montant total des cotisations qui va pour la politique. Je pense que c'est plus que ça, mais mettons que l'on les prend en mot, puis c'est vrai. 3 d'1,5 milliard, parce que c'est ça que les revenus des syndicats à tous les ans au Québec, c'est 50 millions par année ou 47 millions. L'argent, c'est clair. 47 millions par année, pas 4. Québec, tous les partis politiques en campagne électorale, une fois aux 4 ans, on dépense la moitié de ça, tout le monde ensemble. On dépense 8 fois plus, 8 à 10 fois plus d'argent pour faire de la politique, les partis politiques, tous les partis politiques au Québec. À un moment donné, ça n'a pas de sens, là. Ça sert? Ça, je ne sais pas, là, présentement, au moment où on se parle, je ne sais pas quelle journée que ça va être diffusé, là, mais cette semaine, Paul Saint-Pierre Plamondon puis Ruba Gazal vont être au congrès de la FTQ. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils sont en train de marchander l'appui au Parti québécois en échange du fait qu'ils vont retirer la loi sur la transparence et la démocratie syndicale. Ce ne serait pas la première fois que ça se passe. Justin Trudeau avait fait exactement la même chose quand Stephen Harper a adopté une loi sur la transparence syndicale. Justin Trudeau a fait campagne avec la FTQ. Le pouvoir important au Québec, selon vous, C'est pas selon moi, c'est un fait. Là. un fait qu'il y a dans n'importe quelle commission parlementaire, allez voir les syndicats. Si le Parti québécois est élu, il n'y aura pas de loi 3. Et pourquoi que Paul Saint-Pierre Plamondon est au congrès de la FTQ cette semaine? Magali Picard est allée au micro de Patrick Lagacé il y a quelques mois. Elle a dit qu'elle avait un deal avec Paul Saint-Pierre Plamondon sur la loi 89 à l'époque. C'est quoi les deals entre la FTQ et le PQ? C'est quoi l'appui de la FTQ? Paul Saint-Pierre Plamondon, il a marchandé ça en échange de quoi? Il a pactisé au nom de quoi? C'est sur le dos des travailleurs, là, ce que ça se fait, ces affaires-là. On spécule beaucoup, Éric. Là. Et elle l'a dit au Oui, micro de mais- Patrick Lagacé, c'est pas moi qui le dis. On prend- Il y avait, Elle est allée il y avait le dire. des deals. Ça, c'est... Mais est-ce que vraiment le fait que Paul Saint-Pierre C'est ça. Plamondon soit au congrès de la FTQ, ça signifie ça? C'est vos Moi, conclusions. ce que je trouve Ça. drôle, là, c'est que le Parti québécois essaye de dire que un virage de centre-droit. J'ai entendu ça. Moi, j'étais dans Arthabasca. Ils ont présenté un gars qui avait un passé criminel d'extrême gauche, anticapitaliste,
15 ans plus tard, qui vantait Fidel Castro sur ses réseaux sociaux. Et ça, c'était considéré comme un candidat de centre-droite au Parti québécois qui arrivait direct de Radio-Canada. OK? Est-ce que je pense que vous n'avez pas nécessairement l'étiquette extrême droite, parce qu'il y en a qui disent ça, mais vous n'hésitez pas à dire extrême gauche. Et là, quand c'est la violence Oui. politique, moi, je ne suis pas, je suis pas dans un mouvement de violence politique. J'ai jamais été arrêté avec des explosifs. Alex Boissonneau est plus extrême gauche. Il l'était en tout cas à l'époque. Là. Et On change dans la vie, Éric. peut-être, mais 16 ans plus Ouais. tard, il louangeait vous, Fidel ces- Castro ces sur les réseaux erreurs-là, sociaux. On peut pas faire ces erreurs-là de jeunesse. Non, mais c'est que, avec son je veux revenir au point, là, c'est que le Parti québécois se dit qu'il essaie de faire un virage à droite. Ils font ça. Il y a quelques mois, Gabriel Nadeau-Dubois était avec Paul Saint-Pierre Plamondon au congrès de la CSN pour dire jamais le privé en santé. Puis là, cette semaine, il est au congrès de la FTQ. Il est en train de leur dire que la démocratie et la transparence syndicale, on va oublier ça si les grands boss de la FTQ sont contre. Je veux dire, On va lui poser la question. c'est quand même bizarre que le PQ fraye autant avec les syndicats. Quand tu es un parti qui veut faire un virage à droite, tu couches autant avec les syndicats. Moi, ça m'inquiète comme Québécois. Parce que le corporatisme syndical, c'est pas l'intérêt de la population du Québec. Ouais. On sent votre passion pour les C'est un bon débat, Oui, puis ça, oui, oui. ça passe Non, mais tellement des c'est choses. super important parce qu'au Québec, les syndicats, il faut savoir ça aussi. L'histoire sont importants, Au les Québec, syndicats, en les particulier. Français, les Anglais, ça a été la base. Juste des chiffres, là. 39 des travailleurs au Québec payent des cotisations syndicales et sont membres d'un syndicat. En anglais, c'est 10 de moins. Aux États-Unis, c'est 30 de moins. En France, c'est 32 de moins. Il y a beaucoup, beaucoup plus de syndiqués ici. Les organisations syndicales sont beaucoup plus puissantes que par ailleurs. Ce n'est pas étranger au fait que nos lois, justement, sont beaucoup plus complaisantes et beaucoup plus syndicales ailleurs ou même en Europe. Donc, pour vous, être trop syndiqué, c'est pas nécessairement bien. Les syndicats disent toujours qu'ils sont là pour améliorer le On a travailleurs. C'est- D'ailleurs, C'est puis leur objectif augmenter numéro leurs un, ouais. revenus. D'ailleurs, quand j'ai dit à Magali Picard que les syndiqués étaient plus conservateurs que les non-syndiqués au Québec, elle m'a dit c'est parce qu'ils faisaient trop bien le job, puis ils avaient trop monté le salaire des travailleurs syndiqués, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils veulent des baisses d'impôts. Ça, c'est tout le mépris qu'elle a à l'endroit de ses membres. Si ça avait effectivement un impact positif, au Québec, on aurait des revenus plus élevés qu'au Canada puis qu'aux États-Unis. Alors que c'est le contraire présentement. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis quelques semaines, bon, il y a la CAQ qui profite visiblement de ce qui se passe, mais Québec solidaire, Parti libéral. Je veux savoir comment vous voyez cette histoire-là, parce que c'est pas illégal s'il y a vraiment eu des gens qui ont été payés pour voter d'une certaine façon dans une course à la chefferie. Mais vous voulez savoir d'où provient l'argent. Quand on dit que c'est pas illégal, là, moi, je n'ai fait une course à la chefferie. Là, le parti avait mis une limite de 60 000 OK? Moi, Qui avait réglé non, le ses- 60 à 000 l'interne. Mais pour rembourser mon 60 000, il fallait que je passe par le directeur général des élections du Québec. Tout le monde qui me donnait de l'argent, c'était par chèque, par carte de crédit sur le site du DGEQ. Et eux autres, ils me versaient l'argent dans mon compte. J'étais obligé de faire des chèques, obligé d'avoir des reçus pour chacune des dépenses que je faisais. J'étais obligé de présenter un rapport, de faire valider mon rapport par le directeur des élections. Fait que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre que ce soit légal. Parce que ça veut dire que moi, si C'est pas j'avais voulu légiféré, acheter tu sais, des... élections, Non, mais c'est si ça j'avais qu'ils voulu disent, acheter là. des votes, là, il aurait fallu que j'aille te voir puis je dise OK, voici, je vais te faire un chèque de 100 $. Tu vas me donner un reçu comme quoi je t'ai donné 100 $ pour acheter ton vote. Je vais écrire ça dans mon rapport puis je vais envoyer ça au DGEQ. Avec de l'argent que j'avais reçu du DGEQ déjà. Mais là, c'est pas ça dont on parle au Parti libéral. Là. Les allégations actuelles, là, c'est du monde qui se promenait avec des enveloppes avec des 100 $. Là. Ça n'a aucun rapport avec ce qui serait, entre guillemets, légal pour acheter des votes. Là. En fait, c'est ça, c'est qu'on dit qu'il n'y ait pas de loi en matière d'élection Non. partielle. là. Mais déjà, ce qui, est, Course à la ce chefferie, qui pas d'élection existe, ce qui partielle. existe actuellement, c'est que c'est pratiquement impossible. Puis même s'ils l'ont fait, c'est vrai, les allégations, M. Rodriguez l'a écrit dans son rapport. Est-ce qu'il a donné des reçus à tout le monde? Est-ce qu'il les a payés par chèque? Parce que les brownies, là, c'est pas légal. Mais ça, c'est sûr que si ça s'avère, c'est bon, côté éthique, on peut se poser la question, mais pour le Parti conservateur, on Ben, trouve que Ça salit toute la classe politique. Ouais, ça ne là, vous profite pas. Mais non, il n'y a personne qui gagne là dessus. Là. Je pense qu'au Québec, c'est pas bon. Là. Ça n'a pas été bon, la commission Charbonneau non plus pour le Québec. Là. Je veux dire, toutes les allégations de corruption et de collusion, là, parce que si c'est allégué, là, ce qui est en train de se produire, ça voudrait dire que c'est qui? C'est peut-être des entrepreneurs qui ont des rôles à jouer pour avoir des contrats. C'est pourquoi ils voulaient autant favoriser la candidature d'une personne au détriment des autres. C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Puis c'est pour ça que moi, j'ai demandé à ce que l'UPAC intervienne une unité permanente anticorruption. S'il y a eu de la corruption, si on a un corps policier spécialisé pour la lutte à la corruption au Québec, ça serait important qu'elle se mette le nez là-dedans.
Vous parlez d'imputabilité. C'est dans les commentaires, vous les voyez là, à chaque fois qu'on parle, soit de la commission Gala, peu importe le scandale au Québec, les gens disent prison, on ne comprend pas pourquoi ce politicien-là n'a pas de conséquences concrètes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, l'imputabilité envers nos politiciens? Partage leur frustration, là, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que tu vas voler une barre de chocolat au dépanneur, puis tu vas te faire arrêter, puis tu vas te ramasser avec des menottes au poing, puis tu vas te faire tu vas te ramasser au poste de police assez vite, merci. Alors qu'on a des voleurs de grand chemin à cravate qui s'en tirent à peu près tout le temps sans rien. Et la commission Galant qu'on vient d'avoir sur Saclic, c'est un bel exemple, là, 1,1 milliard de dollars. On parle pas, c'est pas des pinottes, là, c'est pas une barre de chocolat, là. Il y a eu combien de personnes qui ont été accusées de quoi que ce soit? Comme c'est toujours le contribuable qui paye, il n'y a jamais d'imputabilité, il n'y a jamais personne qui, au l'autre bord, a des conséquences. Il n'y a même pas de monde qui perd le job. Souvent, ils les prennent et ils les mettent ailleurs. C'est une insulte. Avec le grand ménage, entre autres, de la présidence du Conseil du Trésor, on veut plus d'imputabilité aux hauts fonctionnaires, sauf qu'il n'y a pas nécessairement plus d'imputabilité aux ministres. Là, comment on ferait ça pour légiférer ça? Comment? Parce que Les lois existent déjà, en fait, hein. C'est juste on pourrait congédier du monde sur la base de la corruption, là. On aurait la possibilité, le directeur des poursuites criminelles et pénales pourrait se saisir des dossiers, pourrait y avoir des charges. Il y en a déjà eu, rappelez-vous, au niveau municipal. Mais au niveau provincial et au niveau fédéral, c'est beaucoup plus difficile. Il semble y avoir une réticence, là. C'est très difficile de porter des charges contre ces gens-là. Et à un moment donné, il va falloir qu'on en arrive là, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des scandales comme ceux-là, un en arrière de l'autre. La capacité de payer des contribuables a des limites. Puis les gens finissent par décrocher de la politique, hein. Le taux de participation, là, il diminue d'année en année au Québec. C'est une autre affaire qui m'inquiète beaucoup. Je pensais que l'arrivée d'un parti comme le nôtre, qui justement active plus de jeunes puis donne de la raison. Moi, il y a plein de monde qui ont voté pour conservateur qui me disaient: Éric, c'est la première fois de ma vie que je vote. Si c'était pas là, je voterais Ils se sont pas. dit que ça ne servait à rien C'est ça. par la suite. C'est dangereux qu'ils ne retournent pas. Mais le fait qu'ils ont, même en allant en 2022 voter, le taux de participation a quand même baissé en 2022 par rapport à l'élection de 2018. Et alors que moi, j'étais sûr que on allait réussir à faire monter un peu le taux de participation parce que avant d'avoir les votes pour toi, la bonne nouvelle comme démocrate, c'est qu'il y ait plus de gens qui votent. Les gens s'impliquent, puis là, on voit qu'il y a un désintérêt, puis il y a une diminution de la participation. les gens, oui, votent moins, sont peut-être plus blasés qu'auparavant de la politique, sont même détachés de la politique, mais la raison que je vois, c'est parce que peu importe qui est au gouvernement, les choses changent très peu au Québec. C'est ce qu'on regarde. Avec un parti conservateur, les choses changeraient. Tu sais, le slogan du M, du vrai, il y aurait changement. Qu'est-ce qui changerait fondamentalement? Je pense qu'on ne pourra pas entreprendre 50 chantiers. Il faut quand même être réaliste. Là, tu ne peux pas tout changer d'un coup. Moi, c'est pour ça que moi, je voudrais qu'on focalise là, sur 4-5 affaires fondamentales C'est quoi? qui changent. D'abord, il faut équilibrer le budget. Parce que faut pas continuer à empiler des pires déficits de l'histoire du Québec, là. Cette semaine, ils nous ont annoncé ça ne sera pas 13,4 milliards, ça va être 12 points, je sais pas quoi, là. Faut Et pas, c'est déjà le plus gros déficit de l'histoire du Québec là, on qu'on vient augmente pas d'avoir le cette revenu, année, là. on diminue les dépenses. On diminue les dépenses, puis on s'assure qu'on arrête de pelleter ça sur le dos de la prochaine génération. Parce qu'un déficit, là, c'est de l'impôt sur la prochaine génération. C'est les jeunes qui vont payer. Donc, on coupe. Donc, il faut couper. Où? Et là, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'on coupe? Nous autres, on dit, par exemple, il faut éliminer les subventions aux entreprises, des Nordvolt, puis des Taiga, puis des Lions électriques. Il faut que ça arrête, là. Ce ne sera pas un gouvernement interventionniste Non, sous les conservateurs. on va éliminer les subventions aux entreprises. Ça, c'est assez clair. Pratiquement tout, oui. Bien, c'est graduellement, évidemment, parce qu'on a déjà des engagements, puis il y a des prêts aussi remboursables ou pardonnables que les entreprises doivent rembourser sur un certain nombre d'années, là. On peut pas L'entreprise arrêter doit du être jour au viable lendemain. par elle-même, avec ses propres Ben, revenus. en fait, le rôle de l'État là, québécois, ça va être d'avoir un climat d'affaires positif au Québec pour attirer toutes les entreprises. Mais on ne choisira plus des gagnants et des perdants. Et ça, au Québec, ça fait longtemps, malheureusement, qu'on a une politique d'intervention qui favorise certaines entreprises au détriment d'autres. Pour nous, ça, c'est pas le rôle de l'État de faire ça. C'est un exemple. L'autre élément qui est fondamental pour nous, c'est le système de santé. Le système de santé au Québec, il se dégrade d'année en année, puis c'est pas parce qu'on met pas assez d'argent. Il y a plus que la moitié des dépenses de programme à la santé. C'est plus qu'1 milliard par semaine que les Québécois paient. Budget total. Il y a de moins en moins de gens qui ont un médecin de famille. Puis les soins se dégradent d'année en année, les listes d'attente allongent. Donc, il faut additionner la contribution du privé. Il faut donner la liberté de choix aux patients. S'inspirer des meilleurs modèles de santé au monde en Europe, je pense notamment, mais surtout dans les pays scandinaves. J'ai eu la chance d'aller en Suède, à Stockholm. D'un côté de la rue, tu as un hôpital public, de l'autre côté, tu as l'hôpital Goran, un hôpital privé.
Liberté de choix aux patients, mais aux médecins aussi ou on se Tout le positionne monde. où avec, Tout le monde a la liberté de choix. Et le rôle de l'État, là, c'est d'assurer qu'on a accès à des soins gratuitement. Que ça soit le public ou le privé qui offre le soin, ça n'a pas d'importance pour la personne. C'est une compagnie d'assurance n'est pas obligée d'offrir le service. Que moi, je suis assuré pour mon char, c'est pas ma compagnie d'assurance qui achète les autos. Puis si j'ai un accident, ils vont quand même me donner une auto, là. Fait le modèle suédois, là, je vais vous donner l'exemple. Un côté de la rue, tu as un hôpital privé, l'autre côté public. Si le public n'est pas capable de t'offrir des soins dans des délais raisonnables, il y a le cas de beaucoup de patients au Québec qui attendent des mois, tu as la possibilité d'aller au privé sans payer. C'est-à-dire que tu utilises la carte d'assurance maladie. Ça vient avec des coûts? Oui, ça vient avec des coûts. On le Ouais. payerait sinon au public. Ouais. Là. Si c'est moins cher au privé, si le privé est capable d'offrir le même soin moins cher que le public, tu n'as pas besoin de savoir s'il y a une liste d'attente ou pas, tu peux aller au privé directement. Donc, puis si c'est plus cher, puis s'il n'y a pas de délai au public, mais que tu veux quand même aller au privé, tu as la possibilité d'y aller. Si tu veux t'acheter une assurance duplicative, ça veut dire une assurance par-dessus l'assurance publique, tu as le choix, puis tu peux avoir une assurance qui va payer de santé privée. C'est ce qu'on veut faire. Ça fonctionne très bien dans plusieurs pays européens et on veut que le rôle de l'État change par rapport. Un autre exemple en fait, on a parlé tantôt d'exploiter nos ressources. La plus grosse réserve de gaz naturel donc on non augmente les exploitée revenus de au cette monde. façon-là? Oui. On Moins ouvre des les taxes. valves. Non, on ouvre les Ça va valves. prendre des investissements quand même du gouvernement au départ pour la Ça réalisation va du surtout projet. prendre de l'émission de permis. Présentement, vous savez qu'on est poursuivi parce que le Québec avait donné des permis, des droits d'exploiter puis d'explorer au Québec. Ils ont enlevé les droits. Aujourd'hui, ces compagnies-là poursuivent le gouvernement des revenus anticipés qui ont enlevé leurs droits. Et possédés. Donc, également, les Québécois, dans le pire des scénarios, payer l'énergie dont on ne va jamais s'enrichir, mais on va payer les compagnies qui devaient avoir ces contrats. C'était le dossier GNL Québec, là, si les gens veulent aller voir un peu plus Il n'y a pas l'historique. juste GNL. GNL, Ouais. ça, c'est le gaz naturel liquéfié au Saguenay. Ok, ouais. Il y a aussi C'était dans la nommé- vallée du Saint-Laurent. ok. là. T'as nommé tout à l'heure. Anticosti, est-ce que vous fermez la porte complètement? Écoute, là, on parle plus du pétrole, du gaz. Le niveau pétrolier, la réserve québécoise Oui. est mal documentée. C'est loin d'être évident qu'on a une masse critique pour pouvoir exploiter à l'échelle. C'est chose de beaucoup plus délicat. Puis il y a l'île d'Anticosti aussi qui fait partie. Là, qu'il faut aussi, Très, très controversé, très, là. très controversé. Je pense qu'avant de commencer à avoir un débat là-dessus, mieux, le gaz naturel. Peut-être dernière question. Avant 2026, il reste plusieurs étapes, mais est-ce que le Parti conservateur du Québec va faire son entrée à l'Assemblée nationale d'une quelconque façon dans les prochaines semaines? On Écoute, je le pensait fais à déjà, là. Oui, J'ai fait des mais conférences à de la presse Claire avec Sanson, Maïté, avec Yuri Chassin. Honnêtement, je ne sais Vincent pas. Marissal? Non, Non? hey, sérieusement, là, ça vous démontre comment c'est rendu fou, là. Un journaliste qui m'a appelé cette semaine et qui m'a demandé Vincent Marissal, t'as-tu appelé pour passer conservateur? Non, non, êtes-vous fou? Voyons, je me souviens pas que j'étais d'accord avec L'extrême, une idée de Ouais. Vincent Marissal. C'est ça le problème, là. Comment tu peux. Tu sais, moi, la base, là, puis c'est pour répondre à ta question plus précise, là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées communes avec les nôtres? Parce que moi, je veux rassembler du monde, mais pas juste parce qu'ils cherchent une job, là. Je veux rassembler du monde parce qu'on partage des idées. Puis de voir du monde, des députés qui sont prêts à marchander leurs appuis en fonction de je vais-tu me faire réélire, puis il y a du sondage, qu'est-ce qu'il dit? C'est quand même assez pitoyable. Moi, je suis pas allé en politique en regardant un sondage. Ça, je peux vous le garantir, j'étais à 1 Il n'y a personne qui peut Il m'accuser. n'y aura pas de promesse de votre côté. Ben, de promesse, ça veut dire quoi une promesse? Une promesse de Si oui, tu on viens va avec te moi prendre et comme t'es élu, tu candidat. vas être non, ministre. non. Tu ferais un bon ministre, mettons. Non, on n'est pas pantoute dans les promesses, mais pire que ça, c'est si tu viens, c'est quoi les idées que tu partages avec nous? Moi, c'est ça que je veux savoir. Et ce qui m'intéresse, puis c'est pour ça, Yuri Chassin, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. On a travaillé à l'Institut économique de Montréal ensemble. C'est un gars qui a des valeurs conservatrices. Maïté aussi, c'est une fille qui a des valeurs conservatrices. Donc, c'est des gens avec qui j'ai des idées communes. Et arriver avec quelqu'un il me dit non, non, moi, tu sais, j'ai regardé le vent, puis j'ai regardé d'où il venait, puis ça me semble que ça vient de ton bord, je veux m'en aller avec vous autres, là. Je pense pas que ça ferait des enfants forts, notre affaire. Là, je veux t'amener en terminant. Là, vous voyez, je t'ai tutoyé. Désolé pour les auditeurs, là, tout le long. Entre les deux. Donc, peu importe le résultat de la prochaine élection, c'est quoi ton plan d'avenir avec le parti? Est-ce que tu veux rester là longtemps? Tu veux
Accroché au parti. Politique, Toujours c'est rarement ouais. nous autres qui décident, hein. C'est la population qui Ouais. décide. Si c'était juste de moi, je serais déjà député. Donc, ça, c'est le privilège de la population, combien de temps ils vont vouloir que je reste là. Mais c'est sûr que la prochaine élection est charnière. Tu sais, nous autres, ça passe ou ça casse, là. Ça fait 5 ans, là, moi, que je mets ça en place, puis 5 ans qu'on progresse. Et là, maintenant, on est rendu aux portes, on arrive dans la zone payante, en guillemets, là, ce qu'on appelle en politique. Là, où là, il faut que ça se traduise en siège. Je pense qu'on a un devoir à la prochaine élection. C'est bien beau là, de rassembler des centaines de milliers de Québécois. C'est bien beau d'être le parti qui rassemble le plus de monde, qui a le plus de membres. On a 63 000 membres. À un moment donné, il faut que ça se traduise démocratiquement avec des députés à l'Assemblée nationale. C'est pas normal que on continue à amener du monde dans un parti si on n'est pas capable de faire entendre leur voix à l'intérieur des murs de la Maison du peuple. Et on a un devoir de réussite pour la prochaine élection. Le nombre, ben ça, c'est les gens qui vont décider, mais il faut qu'on perce. Là. Deuxième dans Chauveau, deuxième dans Arthabasca dans partiel. C'est-tu frustrant avec tous les efforts? Parce que là, Éric Duhaime qu'on voit à l'avant, là, le Parti conservateur du Québec, c'est surtout Éric Duhaime. Ça va être un autre défi. Mais c'est-tu frustrant en manque un petit peu? C'est ça, il ne faut pas qu'il en manque un petit peu. Là. À l'élection générale, il faut qu'il y en ait un petit peu trop. Là. Et oui, c'est très frustrant parce que les gens ne réalisent pas ça, là, mais c'était les 30 ans du référendum de 95 il y a quelques jours. Hein. Du Canada faisait un reportage, puis quelque chose sur les 30 ans du référendum. Là, ils ont demandé aux 5 chefs des 5 principaux partis au Québec de leur raconter où on était arrivé au mois d'octobre de 94-95, ce qu'on faisait. Puis, moi, j'avais un rôle important. Là, je travaillais avec Lucien Bouchard à l'époque au Bloc québécois. Puis, j'avais quelque chose à raconter. Là. Puis, on avait tous quelque chose à raconter. Là. Marc Tanguay qui était encore là, puis c'était avant que Pablo arrive, qui ont fait les enregistrements. Marc Tanguay était dans le comité du oui à l'époque, c'est surprenant, mais le chef du Parti libéral était dans le comité du oui. Puis bon, tout le monde avait son histoire à raconter. Fait qu'ils nous ont invités dans le hall de l'Assemblée nationale. Puis pour faire les entrevues, j'étais arrivé, ils m'ont refusé de mon entrée. Puis, je représente quand même 530 000 Québécois. Là. Je suis quand même à la tête d'un mouvement qui représente un Québécois sur 8, plus qu'un Québécois sur 8. C'est quoi le motif? Parce que je ne suis pas élu. Fait que là, il a fallu que Radio-Canada loue une chambre d'hôtel dans l'hôtel de l'autre bord de la rue, puis qu'on aille faire l'entrevue de l'autre côté de la rue. Et ça vous démontre comment nos institutions démocratiques sont malades. C'est pas normal que un mouvement politique, des idées qui rassemblent plus qu'un Québécois sur 8, et 0 sur 125, puis ne puisse même pas entrer. Un Chinois vient passer le week-end à Québec, il a le droit de rentrer à l'Assemblée nationale, puis moi, j'ai pas le droit. Il y a quelque chose de démocratiquement, là, c'est complètement pas obligé d'être comme ça. Là. C'est comme ça parce qu'on a décidé qu'on était une menace. Tu es élu avec ce modèle-là. Là, tu t'assieds puis tu veux plus qu'il change. Et j'espère que je ne serai pas comme eux autres. Là. J'espère. Ouais. Pas ça, mais c'est là que tu vois. Puis tu sais, moi, là, avant d'être en politique, j'ai fait d'autres choses dans la vie. J'ai travaillé même à l'étranger. J'ai mis ma vie en jeu. Là. J'étais allé en Irak pendant la guerre pour promouvoir les élections. J'ai participé à toutes sortes de missions pour justement promouvoir la démocratie aux 4 coins de la planète. Avant d'être de gauche, de droite, autonomiste ou n'importe quoi, on est tous des démocrates. On a la chance au Québec de vivre dans une des plus vieilles démocraties du monde, une des plus fonctionnelles historiquement. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de s'éroder, cette démocratie-là au Québec. Tous les niaisages, le guidounage qui se passe à l'Assemblée nationale, puis les crises de mélodrame, là, ça participe un peu à ça. Il y a quelque chose qui est en train de disparaître. Puis moi, je suis un conservateur. Moi, je veux que ça reste. Je pense que si on, le premier élément, si on veut garder le respect, confiance dans nos institutions, il faut avoir une démocratie en santé. Puis je trouve que la démocratie, présentement, est un peu malade. Donc, pas de promesse en disant on va être très à droite. À droite, comme la coalition Avenir Québec au départ, présenter en ayant le pouvoir, puis d'être plus centriste pour avoir une plus grande tente, là, C'est sûr qu'il faut être en politique, là, à la fin de la journée, il faut que tu sois capable de faire des deals. Il faut que tu sois capable d'asseoir ça. Pas les syndicats. Capable de rassembler. Ben oui, non, moi, j'ai pas de problème. Moi, je serais à même à Magali Picard. Là. Je suis même allé la visiter. Regardez, c'est moi qui ai pris le téléphone. Je suis allé la voir le lendemain qu'elle a été élue présidente et qu'elle a dit des conneries. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. Parler avec du monde qui pense pas comme moi, ça m'empêche pas de dormir. Là. Mais à un moment donné, il faut que. En politique, oui, tu as des idées à promouvoir, puis je pense que je le fais, puis le parti le fait, puis il y a bien plein de monde dans le mouvement qui le font. À un moment donné, quand tu arrives, puis qu'il faut que tu prennes des décisions, c'est de rassembler le plus grand nombre possible puis de faire des consensus. Ça fait aussi partie de la job en politique. Là. Donc, certains de vos électeurs qui anticipent que vous soyez à 100% sur tout ce que C'est toujours un défi. Ouais. Parce que Il y a beaucoup d'attentes qui viennent avec ça. Là. c'est sûr que moi, j'ai un parti militant.
François Legault, c'est une business, on va se le dire, là, puis même lui le dirait s'il était ici. Là, il n'y a pas vraiment une base militante, ça n'existe pas. Tu vas dans les congrès de la CAQ, des employés qui votent. Là, ça te donne une idée puis qui sont au micro. Il n'y a pas une vraie base militante. On en a une vraie. Là. Ce soir, là, je vais être ici là, au Blackstone, dans le Bourgneuf. Là. Il va y avoir 100 quelques personnes dans Vanier, du comté de Vanier, puis c'est des vrais militants. Puis il n'y a aucun parti qui pourrait faire ça aujourd'hui. Là. Il y a des émotions qui viennent avec ça. Des émotions. Et, fait que ça fait que, oui, il y a des gens qui sont plus crinqués, entre guillemets. Là. Moi, je suis content d'être à la tête d'un parti comme ça, parce que c'est ça la politique. Mais en même temps, il faut que mon rôle comme chef, c'est de continuer à faire à ces gens-là puis qu'ils comprennent que je partage leurs idées et qu'ils soient capables de me comprendre puis de me suivre quand c'est le temps de faire des compromis. Il y a certains de vos militants qui sont plus à droite. Mais surtout dans le jeu, il y a des gens plus ça peut être plus Ça, à c'est droite, plus normal dans un nationalistes. parti, Écoute, ouais. j'ai des souverainistes dans mon Ouais. parti, j'ai des ultra-fédéralistes, j'ai des anglos, il y a toutes sortes de monde. Ton point focal, faut que tu sois capable de réunir ce monde-là, d'assurer que tout le monde mette l'épaule à la roue et qu'on avance tout ensemble dans la même direction. Un défi, là, c'est pas tout le temps évident. Écoute, après l'élection de 2022, c'est quand même une élection historique pour les conservateurs. On est passé de 1 à 13. On était de loin le parti qui a eu la plus grosse progression. On est arrivé en congrès, puis j'ai été très surpris. Là, il y a 23 des membres qui ont voté contre moi comme chef. On l'entend, même après Tabasco, on l'entendait. Là, on n'est plus capable de progresser. Il faut peut-être changer Mais le là, on chef. était à l'élection. Moi, c'était tout de suite après l'élection. Là. On venait de sortir de l'élection. C'est pas suffisant parce qu'il y avait des espoirs Ils étaient là. fâchés parce que les autres, on n'avait pas gagné le pouvoir. Là. Fait que tu sais, c'est un parti militant, ça vient avec ses comment je dirais ça, ses inconvénients. Là. Il y a des rebelles dans mon parti, là, puis j'en suis un moi-même. Là. Fait que mais il faut qu'on soit capable de concilier tout ça. Mais c'est un beau défi. Là. C'est pas, je trouve ça agréable. Là. Des fois, c'est sûr qu'il y a des bouts un peu plus rough. Et je regarde les autres partis actuellement, puis je me rends compte que je ne suis pas tout seul à avoir des problèmes des fois avec les gens dans l'intérieur de mon parti. Là. Faire de la politique. Là. Un moment donné, c'est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord. Puis, même moi, j'ai été dans le gage, j'étais avec la CAQ, puis aujourd'hui, je pourrais être le plus grand critique de ce parti-là. Ça arrive. On tire quand même une leçon, par exemple, de la dernière élection fédérale où Pierre Poilievre est un peu plus centré lors de l'élection. Je pense que ça l'a déçu beaucoup de Et conservateurs. Carney qui est venu le chercher plusieurs votes aussi. Mais Carney s'est surtout mis à droite. Là. Ouais, Il y a il y a d'autres- également ça, mais il est un peu plus modéré dans ses positions. Je sais pas Ouais, jusqu'à quel point. l'attitude, c'est vrai, par Ouais. contre, là, que c'était, on peut dire, ressent. C'est vrai que, là, on parle de politique fédérale, là, mais à Poilievre, il y a Maxime Bernier à sa droite. Moi, j'en ai pas. J'ai pas de parti droite du Parti conservateur. Là. C'est pas, des fois, ça peut aider, des fois, ça peut nuire, tu sais. Mais, fait que je sais pas jusqu'à quel point ça a pu nuire. Mais, Pierre Poilievre, de façon générale, a quand même fait un score très respectable. C'était le plus gros score depuis Mulroney, là. Normalement, avec au-dessus de 40 tu gagnes l'élection fédérale, là. Donc, ça, c'est une autre affaire qu'on ne parle pas. Là. On parle de la droite qui a de la misère à augmenter. Ce qu'on voit, c'est que la gauche diminue. En là. avance, là, sous Trudeau, c'est sûr, les choses ont changé beaucoup, mais ils ont perdu beaucoup de points. Là, En fait, ils n'en ont pas perdu tant. Ce qui est arrivé, c'est que la gauche s'est effondrée, puis c'est tout en allé au Parti libéral. Le NPD a pratiquement disparu. Je me demande, au Québec, moi, dans Tabasco, là, c'est ça qui est arrivé. Le Québec solidaire sont passés de 9 à 1. Ils ont perdu 90 de leurs votes qui sont allés au PQ. La CAQ est passée de 42 à 7. Les libéraux, qui étaient à 16 dans les sondages, ils ont fini à 9 quand on a ouvert les boîtes. Donc, tout le vote concentré un peu plus à gauche, c'est en allé au Parti québécois. Puis, c'est vrai en Occident, de façon générale, je ne sais pas si vous suivez ça un peu partout ailleurs, mais la gauche, puis surtout la gauche un peu plus radicale, est en perte de vitesse. Il n'y a pas juste QS au Québec qui est en perte de vitesse, ou le NPD, c'est la scène fédérale. Là. Il y a un Clair que ça mouvement va avec la mondial. Là. pandémie, l'inflation, le coût de la vie, les gens ont plus de difficultés, c'est clair que c'est relié. Puis la nouvelle génération, il y a l'aspect, puis il y a les médias sociaux, puis la nouvelle façon, avoir la vie des parents. Puis ça, les ça, on médias avait jamais vu ça, là. traditionnels qui sont en perte de vitesse partout. Il y a un mouvement mondial, puis on ne fait pas exception. Là. On n'y va pas nécessairement au même rythme tout le monde. Il y a quand même un mouvement qui va faire ça. Au Québec, mais c'est nous autres qui nouveau. Ça complète le tout. On aurait d'autres questions. Pour le On aurait moment, pu parler la pendant seule des question que je vois là, Là, sinon, j'allais vous dire, sortez à la bière. la dernière fois que Maïté Blanchet-Vézina était assise dans votre chaise, le lendemain, on apprenait qu'on a déposé une réforme du mode de scrutin. Là, est-ce que demain, on va être en arrière de la nouvelle déjà ou on sait pas mal tout ce qui se passe avec le parti, le candidat dans Chicoutimi? Demain, je vais faire une conférence de presse. Non, le candidat dans Chicoutimi, je vous dirais que peut-être attendez 2 semaines. Dans 2 Pas semaines. Éric Duhem. Non, ce sera pas moi.
On va avoir une excellente personne pour nous représenter à Chicoutimi. Puis ça va être le prochain vrai défi des partis. Là. Ça va être l'élection partielle. Même, elle aurait déjà dû avoir lieu. Là. Ça fait déjà quelques semaines, sinon mois. Demain, Pas demain, non, je fais une sortie sur les syndicats. Parce que demain, il y a le congrès de la FTQ encore. Tu n'aurais pas été invité. Je suis le seul qui n'a pas été invité. Grill Ah non, c'est vrai, le gouvernement n'a pas été invité. Le gouvernement, puis moi, puis elle a dit que. Ça, je sais pas, on n'a plus de temps, là, mais j'aurais plein d'anecdotes à vous conter. Merci beaucoup, Ça a Éric été un Duhem, plaisir, chef merci du à vous Parti autres. conservateur du Québec. L'invitation est lancée pour les autres chefs. Merci.